Ok, bonsoir. La dernière fois, nous avions couvert la production de l'hydrogène, son stockage et sa distribution, et on avait abordé, notamment Dominique Larcher avait abordé l'aspect solaire thermique. Alors aujourd'hui, on va poursuivre cela et on va voir l'aspect solaire, mais l'aspect solaire du point de vue photovoltaïque. C'est la raison pour laquelle on va couvrir le photovoltaïque, ses principales filières, ainsi que ses différentes technologies, qui sont les technologies inorganiques, organiques et hybrides. Alors, en guise d'introduction, je voudrais rappeler le challenge que nous devons aborder, c'est celui finalement de produire 28 TW pour 2050, c'est-à-dire doubler la production d'énergie, et ça, si possible, avec une énergie décarbonée. Alors, parmi les différentes solutions, eh bien, il y a celles qu'on a déjà mentionnées, solutions prenant du vent, des courants océaniques, de la biomasse, de l'hydroélectrique, de la géothermie et bien sûr du solaire. Et le solaire avait des quantités phénoménales de 10 000 TW. Et c'est un peu cet aspect qu'on va regarder aujourd'hui et comment on pourra exploiter cela. Alors, je rappelle ici que finalement, la production d'énergie par le soleil est de 165 000 TW, ce qui est 10 000 fois plus que notre consommation actuelle. Finalement, c'est à une heure, le soleil produit ce qu'on utilise à un an. D'où par conséquent, la question, c'est comment peut-on utiliser ça de façon intelligente. Et par exemple, si on utilise le photovoltaïque, sachant qu'on a 1000 watts par mètre carré, eh bien, avec des panneaux solaires 10% d'efficacité, on pourrait, avec une surface de 170 mm², obtenir les 17 TW qui nous sont nécessaires. Cela voudrait dire qu'il faudrait finalement couvrir un quart du territoire français en panneaux solaires. Et si possible, bien sûr, le sud de la France, où il y a le plus de luminosité. Alors définitivement, il y a cette quête pour cette énergie solaire, et l'importance de cela n'est pas nouveau, parce que si on regarde dans l'histoire, il y avait ce scientifique par le nom de Frank Schumann, qui en 1913 écrivait « Il y a une chose dont je suis sûr, si l'homme n'apprend pas à canaliser la puissance du soleil, il finira par retourner à la barbarie. » D'où, voilà, si vous voulez, le challenge que l'on a à avoir pour exploiter cette énergie solaire. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est différents aspects d'utiliser cette énergie solaire. Alors, comme je vous l'ai dit, la dernière classe, on a vu l'aspect thermique, la chaleur, et on a montré en ce cas les difficultés, notamment au niveau de la conversion, de passer d'énergie solaire, énergie mécanique et énergie électrique, et bien sûr transformer l'énergie solaire en énergie électrique, où on est chaque fois limité par le principe de Carnot, qui nous limite à des valeurs de 30% à 40%. Ensuite, on a abordé et touché également la production d'hydrogène à partir du soleil par les procédés de photosynthèse ou de synthèse artificielle, comme indiqué ici. Ou dans ce cas, eh bien, c'est la chlorophylle qui va tout simplement jouer le rôle de colorant et qui va permettre cette photosynthèse, et je reviendrai sur ce point par la suite. On a également touché la dernière fois, lors de la production d'hydrogène, ce que l'on pouvait faire à partir de la photoélectrolyse, ou dans ce cas, on utilise directement les jonctions PN avec des liquides pour obtenir la production d'oxygène et d'hydrogène. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, on va voir tout simplement la production d'électricité à partir maintenant de cellules photovoltaïques où on va utiliser des jonctions PN et tout autre. D'où on va se focaliser sur cet aspect de jonction PN et de production d'électricité par des cellules photovoltaïques. Alors, des cellules photovoltaïques, il y en a plusieurs filières. Il y a les filières que j'appellerais classiques, qui sont les filières silicium, et on va tout simplement développer ces filières qui sont toutes basées sur une jonction PN. Je vous montrerai ce qu'est la jonction PN. Ensuite, il y a des cellules très originales, qui sont les cellules à colorant, ou les cellules Grätzel, qui sont finalement des cellules bio-inspirées, puisqu'elles vont reproduire finalement la photosynthèse végétale, dans laquelle, en ce cas, il va y avoir tout simplement un chlorophylle. Et enfin, la dernière génération, c'est la génération des cellules organiques plastiques, où dans ce cas, il y aura également, on mettra en jeu une jonction PN. Et ce qu'on peut voir ici, lorsque vous avez traité les accumulateurs, on a vu l'évolution finalement des accumulateurs de matériaux inorganiques avec des matériaux hybrides jusqu'à des matériaux organiques. Et bien on voit exactement la même systématique dans le cas des cellules photovoltaïques. D'où par conséquent, le plan de manière exposé va être comme suit. Je vais tout d'abord vous faire un petit rappel sur l'histoire et sur les principes de base du photovoltaïque. Par la suite, eh bien, je vais détailler la filière silicium et ses dérivés. Je passerai ensuite aux filières cellules à colorant, notamment les cellules Grätzel, pour terminer sur les cellules organiques, les dernières générations,
qui sont basées sur une fonction Pn, plutôt de type donneur-accepteur, à l'intérieur de polymères. Alors, si on reprend l'histoire du photovoltaïque, eh bien, le tout a débuté par un scientifique français en 1939 par le nom de Becquerel, qui a été le premier, tout simplement, à démontrer cet effet photovoltaïque. Mais finalement, cette découverte n'a pas eu trop de succès, puisqu'il a fallu attendre aux alentours de 40 ans pour que Werner von Siemens démontre finalement l'effet photovoltaïque dans les semi-conducteurs, comme on verra par la suite. Et enfin, il a fallu attendre encore, qu'on voulait avoir 70 ans, en 1954, certainement après finalement la découverte du transistor au laboratoire de la Belle, pour que la première cellule photovoltaïque puisse être assemblée par ces trois chercheurs, par le nom de Chapin, Persson et Prince. Et ensuite, en 1958, la première cellule photovoltaïque a été assemblée et a été utilisée sur un satellite. Et le premier satellite a été le Sputnik numéro 3, qui a utilisé une cellule photovoltaïque à base d'arsenure de gallium. Et bien sûr, depuis 1960 jusqu'à maintenant, eh bien, c'est la ruée vers l'or, si je peux dire, où on essaie tout simplement de démontrer ou de développer des cellules photovoltaïques plus performantes. Alors maintenant, on va voir sur quoi sont basées ces cellules photovoltaïques. Et pour comprendre finalement tout ça, il faut revenir au spectre solaire, qui n'est rien d'autre exactement que la répartition du rayonnement électromagnétique du Soleil, qui, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, va s'étendre du domaine de l'ultraviolet entre 200 et 300 nanomètres à celui du visible et à celui de l'infrarouge. Et on peut voir ici ces domaines. Et maintenant, on a une longueur d'onde. Cette longueur d'onde, on va pouvoir la transformer en énergie par la relation indiquée ici. Et on s'aperçoit qu'on a des énergies de 1,5 électron-volt et 3,01 électron-volt. Et si maintenant on regarde ce que ça veut dire dans le cas des matériaux qu'on a, eh bien on a tout simplement, dans ce cas, on se trouve dans le cas des matériaux semi-conducteurs, dans lesquels vous avez la bande de valence et la bande de conduction, qui sont séparés par des énergies voisines de cette énergie du spectre visible. Donc par conséquent, on va pouvoir mettre à notre avantage ces énergies pour essayer de tout simplement convertir ces photons. Alors ce qu'on va voir, c'est qu'on va tout simplement se concentrer aujourd'hui sur ces semi-conducteurs, bande de valence et bande de conduction. Alors lorsqu'on a des semi-conducteurs, ce sont des semi-conducteurs intrinsèques dopés au silicium, comme vous pouvez voir ici. Et dans ce cas, ces semi-conducteurs intrinsèques qui sont du silicium, on va pouvoir les doper par des éléments pentavalents, 5 électrons, ou trivalents. Dans le cas des éléments pentavalents, eh bien, on aura un électron supplémentaire, et dans ce cas, eh bien, on va faire un dopage de type N. Dans le cas d'éléments trivalents comme l'aluminium, on va simplement créer un trou, et on va faire un dopage de type P. Maintenant, si on prend ces deux semi-conducteurs, on les met les uns contre les autres, eh bien, on va tout simplement créer une zone de déplétion, et cette zone de déplétion qui va créer un champ électrique important et qui va être la clé de cet effet photovoltaïque. En effet, maintenant, si je connecte mes deux électrodes, mes deux semi-conducteurs, j'ai le champ électrique, et lorsque j'envoie la lumière, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans ce cas créer une paire électron-trou. Cette paire électron-trou va tout simplement se déplacer vers cette interface. Arrivé à cette interface, il va y avoir un champ électrique important qui va séparer les deux charges, et vous avez tout simplement dans ce cas le passage d'un courant et, bien sûr, l'effet photovoltaïque. Donc voilà, si vous voulez, l'origine de l'effet photovoltaïque. Alors bien sûr, cette origine eh bien, repose, comme on peut le voir ici, sur cette fonction Pn, dont ici je représente la structure de bande. Et ce qui va se passer, eh bien, chaque fois que les paires électrons-trous vont arriver à cette jonction, eh bien, il va y avoir dissociation. Mais vous voyez déjà la difficulté que si, par exemple, une paire va se créer loin de cette jonction, eh bien, il y aura la possibilité d'une recombinaison avant tout simplement de la séparation pour créer des charges. D'où finalement les rendements vont être relativement faibles. Alors on va voir ce que sont ces rendements et comment on peut regarder tout ça. Alors bien sûr, il faut que les photons, pour qu'ils soient absorbés, ont ou aient une énergie supérieure à tout simplement la séparation entre la bande de valence et la bande de conduction. Alors si on regarde le spectre solaire, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans une situation idéale. En effet, ce que je rapporte ici, c'est le spectre solaire que je vous ai mentionné auparavant, avec ici la bande de valence et la bande de conduction. Alors j'ai fait des couleurs, et vous voyez ici que si je prends un électron en bleu, et si j'envoie une radiation HMU, dans laquelle, dans ce cas, je suis à une très grande longueur d'onde, d'où une faible énergie, et dans ce cas, cet électron n'arrivera jamais à la bande de conduction, d'où par conséquent, toute cette énergie en bleu eh bien, ne sera pas tout simplement captée. Par contre, maintenant, si j'ai un électron dans lequel j'ai une longueur d'onde très faible, c'est-à-dire une énergie très grande, vous voyez qu'en ce cas, au-dessus de HMU, c'est-à-dire au-dessus de l'énergie entre la bande de valence et la bande de conduction, eh bien, je vais avoir maintenant
un aspect cinétique de l'électron, c'est ce que j'appelle les électrons chauds, et dans ce cas, j'aurai également une perte d'énergie, c'est-à-dire que je n'aurai pas de nouveau accès à toute cette partie du spectre solaire. Vous voyez qu'on est relativement limité. Alors de plus, ensuite, il faut tout simplement contrôler la longueur d'onde et le gap de ces matériaux. Alors, il y a effectivement cet aspect de bande de valence et bande de conduction, mais il y a un paramètre qui est encore très très important lorsqu'on regarde les matériaux pour le photovoltaïque, c'est ce que j'appelle le coefficient d'absorption. Alors, le coefficient d'absorption va tout simplement indiquer l'aptitude de certains matériaux à pouvoir absorber la lumière. Et pourquoi cela est important? Car plus le coefficient d'absorption sera important, automatiquement, plus l'épaisseur de mon semi-conducteur pourra être faible. Ça veut dire qu'en ce cas, lorsqu'on voudra aller à des technologies couches minces, eh bien, on aura à prendre en considération ces différents aspects. Alors, faites attention ici, je rapporte cela en centimètre-1. Plus tard, lorsque je parlerai de liquide, cellules de Grätzel ou les composés organiques, eh bien, dans ce cas, je parlerai directement d'absorption par mol. D'où voilà, si vous voulez, les aspects importants qu'il faut savoir pour tout simplement comprendre les cellules photovoltaïques. Alors maintenant, pour construire une cellule photovoltaïque, eh bien, on va tout simplement agencer ces différents feuillets, on va mettre un conducteur, on va mettre un matériau d'OPP et créer la jonction PN en accolant un matériau P et un matériau N. Ensuite, on va mettre une grille conductrice pour bien sûr collecter les électrons, un revêtement anti-reflet pour faire en sorte directement qu'on absorbe ou absorber le maximum tout simplement de photons, et ensuite eh bien, un verre pour par la suite avoir ce verre et un revêtement pour avoir les contacts supérieurs. Donc voilà, si vous voulez, la structure, on verra plus en détail ces différentes structures. Et on obtient cette fameuse cellule photovoltaïque ou cette pile dont vous voyez directement la structure sur ce schéma, avec de nouveau la zone d'intérêt, l'interface. Alors maintenant, lorsqu'on a fait cela, eh bien, il faut le caractériser. Eh bien, on va caractériser ça, vous êtes tous habitués aux diodes, avec les caractéristiques IV, eh bien, on va faire la caractérisation d'une photopile de la même façon. Alors, vous avez votre pile, vous avez l'énergie lumineuse incidente, qui est la puissance qui est de 10 000 watts par mètre carré, et maintenant, eh bien, on va tout simplement voir quelle va être la réponse. Alors, si on a une photopile parfaite, eh bien, la réponse va être avec ce facteur de forme, c'est-à-dire qu'on a le courant de court-circuit et le potentiel, où on a tout simplement cette puissance indiquée ici. Mais si on fait une mesure, bien ça c'est les conditions idéales, on n'a jamais les mêmes caractéristiques, et on obtient cette courbe en rouge. Donc, si je peux dire, la déviation par rapport à ce facteur de forme 1 est tout simplement due à des paramètres cinétiques, c'est-à-dire des transferts de charge, des résistances au contact, et ainsi de suite. Et le but sera bien sûr de se rapprocher de ce carré. Alors, on va pouvoir en déduire dans ce cas un facteur de forme qui va être défini par ce rectangle, je dirais, de couleur verte, avec la puissance maximale. Et le rendement d'une cellule photovoltaïque n'est rien d'autre que le rapport des puissances. Il faut faire attention, c'est un rapport de puissance. C'est-à-dire que ce rendement, on va le définir tout simplement pour un spectre lumineux bien défini et pour une intensité donnée. Et ce rendement va être directement le rapport des puissances, c'est-à-dire le rapport de la puissance Pmax, vous voyez ici, sur tout simplement la puissance lumineuse incidente, qui est ce que j'ai mis ici. D'où voilà, si vous voulez. D'où on peut écrire tout simplement que c'est égal au facteur de forme, FF, qui est dans la formule indiquée ici, que multiplie tout simplement par ISC, que multiplie VOC, que sont tout simplement les paramètres indiqués ici. D'où le message à se rappeler tout simplement, c'est que le rendement d'une cellule photovoltaïque est un rapport de puissance avec tout simplement Pmax sur Pin, et dans lequel Pin est tout simplement le flux lumineux qui va dépendre bien sûr selon les directions que vous allez vous trouver par rapport au Soleil. D'où, ayant terminé cela, eh bien, je vais maintenant voir plus en détail ce qu'est la filière silicium, qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les dérivés de cette filière silicium. Alors, dans la filière silicium, tout d'abord, rappelons ce qu'est le silicium. C'est l'élément dont je vous ai mentionné tout à l'heure, qui est la configuration électronique 3s2, 3p2, qui a une masse de 28 et une densité de 2,33. Il a un band gap de 1,1 électron-volt à température ambiante, ce qui veut dire qu'en ce cas, on va pouvoir absorber effectivement une partie intéressante du spectre solaire. Et il a un coefficient optique d'absorption qui est de 100 cm-1. Et ce coefficient optique est relativement faible. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas, eh bien, il faudra tout simplement avoir des couches relativement épaisses de silicium pour tout simplement créer
ces cellules photovoltaïques. Et, du moins à tout début, mais on verra que ça a changé, au départ, eh bien, le silicium cristallin qu'on utilisait pour les fils photoélectriques était, je dois dire, le rebut de ce qu'on avait tout simplement dans la microélectronique. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la photovoltaïque va tout simplement développer sa propre filière de production de silicium. Alors, les premiers travaux ont eu lieu sur des silicium monocristallins et on va voir comment cela peut être réalisé. Alors, ce silicium monocristallin, mais c'est un procédé qui est relativement vieux, qui remonte à la méthode Chokalski, qui est en 1918, et dans laquelle, vous voyez, on va prendre un bain de silicium, dans laquelle on va y tremper un germe, on va tourner et on va tirer tout simplement un cristal. C'est un peu, si vous voulez, la fondue savoyarde. Vous avez tout simplement un liquide, vous allez directement mettre une fourchette, et si vous avez de la chance, vous avez un cristal. D'où, voilà à peu près la méthode dans laquelle on va faire ça. Et ensuite, bien, vous allez tout simplement découper ce barreau de silicium pour obtenir ce qu'on appelle les wafers, les tranches de silicium, sur lesquelles vous allez construire vos cellules photovoltaïques. Alors, une cellule photovoltaïque classique, elle va se construire comme indiqué ici. Vous avez directement votre silicium dopé. On va dans ce cas tout simplement doper d'un côté silicium N+, avec bien sûr un élément pentavalent. Silicium dopé P, dans ce cas, on va faire un contact arrière avec l'aluminium et par un traitement, et on va avoir diffusion d'aluminium à l'intérieur du silicium et on va avoir le dopage P+. Et on relie ces contacts, comme vous pouvez le voir ici, par des contacts d'argent. Et on a, si vous voulez, une cellule photoélectrique dont les rendements sont d'environ aux alentours de 14% lorsqu'on utilise du silicium monocristallin. Alors, les difficultés en tout ça, ça va toujours être les contacts de résistance, les transferts de charge et bien sûr, d'essayer de maximiser l'absorption des photons pour avoir cette conversion. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été dédiés à cette amélioration et comme on va voir certains d'entre eux, comme indiqué ici. Alors, comme je vous disais, la première chose, c'est qu'on a des difficultés au niveau des contacts. C'est la raison pour laquelle on va tout simplement améliorer ces contacts en y mettant soit des contacts d'argent, soit des contacts de cuivre ou autres. On va également, de façon à préserver l'absorption de photons, et bien on va tout simplement mettre des contacts ou des couches antiréflectives avec des couches de SiO2, comme vous pouvez le voir par ici, ou des couches de nitrure de silicium. Et ainsi, on va pouvoir améliorer ces systèmes. Et on a des systèmes qui sont relativement sophistiqués, où vous voyez dans ce cas qu'on a un double feuillet antiréflectant pour tout simplement préserver la lumière dans ces systèmes, et avec derrière une électrode de contact dans laquelle on a tout simplement une protection par participation de SiO2. Et grâce à toutes ces améliorations, je dirais, au niveau des technologies, eh bien, on peut améliorer les rendements, et on a avec ces systèmes qui sont des rendements de 24% sur des cellules relativement petites, ou alors des rendements de 20% sur des cellules de 30 par 30. Donc, si vous voulez, ça, c'est un peu la technologie ou l'état de l'art dans le cas du silicium monocristallin. Mais la difficulté, c'est que le silicium monocristallin, bien sûr, est relativement coûteux, et ce qui fait que c'est une technologie coûteuse. Alors, c'est la raison pour laquelle on va évoluer du silicium monocristallin à du silicium polycristallin et du silicium amorphe, qui sont les technologies, je dirais, d'aujourd'hui. Alors, pour cela, eh bien, dans le cas du silicium polycristallin, bon, le procédé de synthèse est relativement plus simple. On fait tout simplement une fusion. Le coût de production est meilleur marché. Les rendements, on prend une pénalité de 2 à 3% de rendement. Mais aujourd'hui, ces cellules avec du silicium polycristallin ont conquis, je dirais, 50% du marché du silicium dans le cas du photovoltaïque. Et de plus, dû au fait qu'en ce cas, il n'y a pas des orientations identiques que dans le cas du silicium monocristallin, on a des cellules qui sont plus agréables, si je dirais, à l'œil. Une autre variante, au niveau du silicium, a été de passer vers des systèmes amorphes. Où dans ce cas, on va tout simplement utiliser du silicium amorphe qui va être préparé par différents procédés. Et on n'a plus des procédés maintenant de synthèse haute température, mais on va prendre des procédés de dépôt par déposition en phase de vapeur, où on va obtenir à partir des xylanes, et on va tout simplement obtenir, dans ce cas, un silicium amorphe hydrogéné qui va contenir des taux de 5 à 20% d'hydrogène, et pour lequel, dans ce cas, on aura un gap de 1,7 électronvolts, qui est nettement plus élevé que le cas du silicium polycristallin, dû au fait qu'on a dans ce cas de l'hydrogène tout simplement comme dopant, mais
l'avantage de ce silicium amorphe est indiqué ici. Vous voyez qu'en ce cas, le coefficient d'absorption optique est très élevé. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on va pouvoir utiliser des couches relativement minces. Et toutes les méthodes en couches minces vont être développées pour ce silicium amorphe. Alors, on peut obtenir sur de simples cellules des rendements de l'entour de 12%, mais cependant, dans ce cas, il y a des stabilités en fonction du temps, et notamment en fonction de la température, lorsque telles cellules sont exposées au soleil pour de longtemps, il y a une détérioration et les rendements chutent relativement rapidement. Alors, pour ce faire, il a été développé d'autres technologies, et les technologies qu'on va appeler technologies multicouches. Alors là, vous allez directement comprendre le principe, et je vais en parler assez fréquemment dans le reste de cet exposé. C'est-à-dire qu'on veut, de nouveau, collecter le plus possible cette différentes radiations du Soleil. D'où par conséquent, il faut essayer de couvrir le spectre du visible. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas, eh bien, on va prendre finalement différents éléments qui vont tout simplement absorber différentes parts du visible. Et on va les mettre en cascade. Ce qui fait qu'en ce cas, si on prend finalement 3 matériaux de gamme différents, eh bien, on va pouvoir tout simplement couvrir un plus grand domaine du visible. Et c'est finalement les astuces qui vont être utilisées à plusieurs reprises dans cet exposé. Alors dans ce cas, eh bien, si on fait ces cellules une couche, 2 couches, 3 couches, eh bien, vous voyez dans ce cas qu'on a une amélioration du rendement qu'on passe de 9% à 12% ou à 13%. Et ça, c'est tout simplement dû principalement au fait qu'on est en train directement de collecter le plus de radiation de ce spectre solaire, c'est-à-dire qu'on peut arriver à capter le plus de photons possible. Alors, ça, c'est basé sur les technologies couches minces qui sont en grand développement, et il y a bien sûr certaines dérivées de ces technologies, qu'on a des technologies qui sont relativement flexibles. Dans ce cas, c'est à base de silicium amorphe, et ça, c'est développé par une compagnie, United Solar Ovonic, dans laquelle, vous voyez ici, on retrouve toujours, dans ce cas, ce silicium amorphe, qui, dans cette fois, est dopé par un autre élément qui est le germanium, c'est-à-dire, dans ce cas, on va tout simplement, de nouveau, baisser le gap, puisque le germanium a un gap inférieur sur le silicium. En faisant du silicium avec l'hydrogène, je vous ai dit 1,7 volts, électron-volt, on va tout simplement diminuer ce gap et on va pouvoir de nouveau balayer, une fois de plus, le plus large spectre solaire. Et enfin, dans ce domaine, je dirais la dernière nouveauté la plus récente, ce sont les cellules qu'on appelle les cellules HIT. Ce sont des cellules qui sont constituées tout simplement, qui ont été développées par Sanyo et qui sont, comme vous pouvez voir, c'est des cellules symétriques, dans lesquelles, dans ce cas, on a tout simplement une fine plaque de silicium monocristallin qui va être finalement pris en sandwich par tout simplement de très fines couches de silicium amorphe, comme indiqué ici. Et de par cela, eh bien, on a un procédé qui est relativement simple, dont les températures sont inférieures à 200 degrés C. On a des couches symétriques, et l'intérêt de cette structure, et bien sûr que c'est dans ce cas, eh bien, on a tout simplement 2 plans d'entrée des photons, et on peut rentrer directement des 2 côtés. Ce qui fait qu'automatiquement, on a des rendements importants, et vous voyez les rendements qui sont de l'ordre de 21% sur de grosses cellules, de petites cellules, si vous voulez, excusez-moi, et de 18% sur de grosses cellules. Et ça, c'est une technologie en plein développement, dû au fait qu'on a de très bons rendements avec du silicium amorphe et à, je dirais, des coûts nettement plus faibles que ce que je vous ai montré il y a quelques moments pour tout ce qui est les procédés polycristallins et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qui se fait dans le cas du silicium. Alors bien sûr, le silicium, on peut également l'améliorer, et là, c'est une autre façon d'améliorer finalement les rendements en mettant, si je peux dire, entre le soleil et la cellule photovoltaïque des concentrateurs. Donc des concentrateurs, c'est tout simplement rien d'autre qu'une optique qui va tout simplement constituer de miroirs paraboliques ou de lentilles de Fresnel qui va faire en sorte de prendre les rayons lumineux et finalement de tous les focaliser sur la cellule de silicium. Alors ça, avec cela, eh bien, on peut obtenir des rendements relativement importants, comme vous voyez ici. Alors une difficulté avec ce système, c'est qu'automatiquement, il faut bien sûr que l'énergie concentrée se trouve parfaitement sur la cellule. Ce qui fait qu'en ce cas, on va être finalement obligé d'associer à ce système un système de traceur, c'est-à-dire un genre de système de moteur qui va finalement faire en sorte d'orienter la cellule par rapport au soleil lorsque celui-ci se déplace pour finalement avoir toujours le centre de focalisation bien précis. Et dans ce cas, on peut obtenir de larges rendements, mais de nouveau, ce sont des systèmes qui sont relativement coûteux et si plutôt, je dirais,
à l'échelle d'un démonstrateur aujourd'hui. D'où, pour terminer sur cet aspect silicium, voilà, résumer un peu les différentes technologies que vous avez. Vous avez le silicium monocristallin, que je vais mentionner, avec de très bons rendements, dont le coût est élevé. Ensuite, on passe au polycristallin, les rubans de silicium que je vais mentionner, et finalement le silicium amorphe, qui est dans ce cas avec de très bons rendements et des prix relativement confortables. Et enfin, les cellules HIT, qui dans ce cas sont en plein développement aujourd'hui. Voilà un peu la filière silicium, qui, de nouveau, dans ce cas maintenant, puisqu'on utilise des silicium amorphes, eh bien, finalement, on n'a plus raison d'être ou de travailler avec la microélectronique, on n'utilise plus les rebuts de microélectronique. Et ce qui est la bonne nouvelle pour les technologies silicium, c'est que le silicium, eh bien, en termes de prix, est en train de décroître rapidement. D'où ce qui, je dirais, c'est un point positif pour toutes les technologies au silicium. Alors, bien sûr, si on regarde le tableau périodique, il y a des éléments tétravalents avec le silicium qui ont 4 électrons dans les couches de valence, et autour du silicium, il y a bien sûr d'autres éléments. Ce qui fait que j'ai pris le silicium, mais on peut prendre d'autres semi-conducteurs. Et en effet, si on regarde le tableau périodique, vous avez ici les couches 2B, 3B, 4B, 5B et 6B. J'ai travaillé le silicium avec 4 électrons, mais je peux maintenant coupler un élément 3B avec un élément 5B. Ça fait 5 et 3 divisé par 2, ça fait 8 divisé par 2, ça fait 4. J'obtiens dans ce cas des composés identiques, qui sont les composés d'arsénure de gallium, de phosphore d'indium, et ainsi de suite, qui ont des gaps, je dirais, mieux placés que dans le cas du silicium, un 42 ou un 30, mais cependant, c'est des technologies qui ont c'est des matériaux avec des coûts élevés. On peut également s'amuser et aller encore plus loin, et prendre des éléments des colonnes 2B, et bien sûr, les mélanger avec des éléments des colonnes 6B. Dans ce cas, on a 2 plus 6, 8, divisé par 2 égale 4, et dans ce cas, où on a les composés cadmium telluride et ainsi de suite, où les gaps sont de 1,44 électronvolts, avec bien sûr, en ce cas, la toxicité du cadmium. Donc voilà, si vous voulez, les différents composés que l'on peut utiliser. Et avec cela, eh bien, définitivement, des technologies ont été développées, et c'est des technologies que je dirais arsénure de gallium, qui sont bien sûr les plus performantes. Plus performantes du fait du meilleur choix du gap dans ces matériaux, ainsi que tout simplement que des coefficients d'absorption. Et au jour d'aujourd'hui, c'est dans ces technologies que finalement l'état de l'art où les meilleures performances ont été obtenues en termes de rendement, puisque dans ce cas, il y avait des jonctions multiples. Vous voyez de nouveau le principe des jonctions multiples, où maintenant on va tout simplement utiliser ces ternaires et on va changer les compositions. Et en changeant les compositions, eh bien, on va tout simplement pouvoir modifier les valeurs de gap. Ce qui fait que dans ce cas, eh bien, on va pouvoir finalement prendre tout le spectre du solaire. Et c'est ce qui se passe ici, où bien sûr la lumière doit arriver par le haut, c'est-à-dire avec directement le composé ayant le gap le plus élevé, et avec tous les composés en dégradé par la suite. Et en faisant cela, eh bien, des rendements de 40 à 41% ont pu être obtenus avec ces systèmes ou ces retours de structure. Bon, tout ça, c'est magnifique, et bien sûr, le prix est astronomique. C'est la raison pour laquelle, pour cela, c'est le spatial, où là, je pense, l'argent n'a pas de valeur. D'où, voilà directement les applications de ces systèmes. Alors maintenant, toujours dans des systèmes un peu exotiques, mais aussi importants, eh bien, on a les systèmes qui sont les systèmes qui sont cadmium telluride, ou les tellurures de cadmium, comme indiqué ici, avec CDS, où, au jour d'aujourd'hui, ces technologies sont en voie de développement, même plus en commercialisation, où il y a des rendements supérieurs à 10%, et sont intéressantes, de nouveau, par le prix et le faible coût associé tout simplement à ces différents éléments qui ont été mis ensemble. Et enfin, une autre technologie, qui dans ce cas va utiliser un ternaire, c'est les technologies CuINS2, CDS, qui sont basées sur une structure chalcopyrite, qu'on appelle les technologies CIS ou CIGS, dont la structure de la cellule photovoltaïque est indiquée ici. Vous avez directement le verre, vous avez tout simplement une couche molybdène pour le contact métallique, une couche de molybdène, sulfure, sélénium pour problème de diffusion, et enfin votre chalcopyrite qui est directement associé au sulfure de cadmium. Et dans ce cas, eh bien, on peut obtenir des rendements de 12%, et ça, c'est des technologies qui sont poursuites par Shell Solar et également par un projet français qui regroupe CNRS et EDF et qui développe ces genres de cellules
avec, je crois, une unité de prototypage dans le sud de la France. Donc voilà, si vous voulez, un peu la situation sur tout ce qui est l'aspect inorganique de cellules photovoltaïques. Donc si j'essaie maintenant de résumer toutes ces technologies sur ce camembert, vous voyez définitivement que les technologies de pointe, tout simplement, c'est toujours pareil, le silicium polycristallin, monocristallin, avec une montée du silicium amorphe. Et les autres technologies, comme le tellurure de cadmium ou les autres technologies, sont à l'échelle, je dirais, relativement moindre. Et les acteurs, oui, sont indiqués ici, où on a beaucoup d'acteurs, si je peux dire, japonais, et également quelques Européens et quelques Américains là-dessus. Donc voilà, si vous voulez, un peu le panorama au niveau du photovoltaïque inorganique, si je peux l'appeler ainsi, basé sur le silicium principalement et sur quelques dérivés qui sont des composés 3,5 ou des composés ou des semi-conducteurs 2,6. Alors maintenant, eh bien, je vais passer à un autre type de cellule photovoltaïque, c'est-à-dire, je vais laisser maintenant cette filière silicium pour voir la cellule photovoltaïque ou les cellules photovoltaïques à colorant, ou cellule de Grätzel, ou cellule DSC, ou cellule DSSC, Dye Sensitive Solar Cells. On va voir qu'en ce cas, eh bien, c'est un principe qui est totalement différent des principes de cellules photovoltaïques que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Dans ce cas, elles ne vont plus être basées sur une jonction PN. Mais finalement, ces cellules de Grätzel, eh bien, c'est une bio-inspiration, si je peux dire, de la photosynthèse, puisqu'on va utiliser maintenant un colorant comme, tout simplement, centre d'absorption. Donc ces cellules sont indiquées ici. Voilà une représentation schématique dans laquelle vous avez toujours pareil, les électrodes pour les collecteurs de courant. Et maintenant, vous voyez qu'on va utiliser tout simplement un matériau inorganique qui va être couplé avec un colorant. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cellules? Vous n'avez plus du tout de jonction PN, mais par contre, c'est qu'il va y avoir une molécule qui est un colorant qui va tout simplement absorber les photons. D'où dans ce cas, cette molécule va absorber tout simplement un photon. Il va y avoir tout simplement, elle va passer à son état oxydé. Ensuite, eh bien, il va y avoir injection d'un électron de cet état oxydé dans la bande de conduction d'un oxyde qui dans ce cas va être TiO2. Cet électron va passer dans le circuit extérieur pour revenir à la contre-électrode où il va tout simplement régénérer le colorant par sa réduction via tout simplement ce couple redox iodure-triiodure. Vous voyez, dans ce cas, il y a tout simplement un fonctionnement totalement différent par rapport à la jonction PN que je vous ai mentionné jusqu'à par là. Et ça, c'est important parce que vous voyez qu'en ce cas, le procédé de dissociation, tout simplement, et de l'électron et son transfert à la bande de conduction sont deux procédés séparés, alors que dans le cas d'une jonction PN, ces deux procédés étaient parfaitement reliés. Et ça va entraîner des propriétés relativement intéressantes pour ces cellules. Alors, ces cellules, eh bien, comme je dis, elles se font relativement facilement. Et vous avez, comme je dis, la photoexcitation, le transfert de charge et la réduction du colorant. Voilà les trois étapes qu'il y a dans le fonctionnement de cette cellule de Grätzel. Alors maintenant, d'un point de vue concret, comment une telle cellule fonctionne, comment est-elle construite? J'essaie ici de vous remonter les différentes étapes de construction, dans laquelle on va prendre simplement le verre, bien sûr, chaque fois. Ensuite, on va aller déposer du TiO2, qui va être du TiO2 nanométrique, parce que là aussi, on va vouloir tout simplement avoir de très grandes surfaces exposées. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il va falloir maintenant introduire le colorant. Alors, dans ce cas, c'est des colorants à base de ruthénium, comme vous pouvez le voir ici, mais on peut tout simplement faire une simple démonstration du principe de ces cellules en prenant tout simplement du jus de fruits ou du jus de framboise, dans lequel, dans ce cas, vous avez des colorants qui sont directement photosensibles et qui vont permettre directement de réaliser cette cellule. Ensuite, eh bien, on va tout simplement maintenant ajouter notre conducteur. Dans ce cas, on va utiliser notre couple iodure-triiodure, qui va être dissous dans le carbonate de propylène, qu'on va injecter ici. Et ensuite, on va mettre tout simplement le contact supérieur, qui sera soit du platine, soit de l'oxyde d'étain, voire même du carbone. Et on fait ainsi la fameuse cellule de Grätzel, dont on peut voir ici le produit final. Et ce qui est important, eh bien, tout simplement, cette cellule de Grätzel, elle aura une coloration qui va tout simplement dépendre de la nature des colorants qu'on va utiliser. Ce qui fait qu'en ce cas, on va pouvoir tout simplement faire, si je peux dire, une cellule photovoltaïque dont l'aspect extérieur pourra changer de couleur selon le colorant que vous utilisiez. Et vous allez voir que ça peut être une des plus grandes applications de ces cellules dans le futur.
Alors maintenant, de telles cellules, eh bien, comme je vous l'ai dit, elles sont basées tout simplement sur la photosynthèse ou sur une bioinspiration de la photosynthèse. Et pour vous montrer cela, eh bien ici, ce que j'ai rapporté, c'est finalement le fonctionnement de la cellule à colorant que je vous ai mentionné, dans lequel vous avez le TiO2, dans laquelle je vous ai mentionné tout simplement que c'est ce chromophore qui va absorber le photon et qui va tout simplement séparer un électron et un trou. Eh bien, dans la photosynthèse, vous avez exactement la même chose, où dans ce cas, eh bien, on a tout simplement la chlorophylle qui va jouer tout simplement le rôle d'absorbeur de photons. D'où le photon arrive, il va y avoir dans ce cas injection d'électrons. Cet électron va tout simplement aller à la contre-électrode, ou dans ce cas, vous allez avoir de l'eau. Il va tout simplement dissocier l'eau, faire sortir le proton, qui a un caractère réducteur, et ce proton va tout simplement aller réduire le CO2 pour produire le glucose. Et en même temps, vous régénérez tout simplement votre chlorophylle. Vous voyez qu'en ce cas, les mécanismes sont relativement identiques. La seule différence, c'est que tout simplement, eh bien, on a un rendement de 0,032% dans le cas de la photosynthèse et 10% de la conversion photovoltaïque. Alors bien sûr, vous pouvez dire, la photosynthèse pourrait avoir un gros rendement s'il y avait un chromophore qui absorbait beaucoup. Et à ce compte-là, si toutes les feuilles étaient noires, effectivement, on aurait une bonne photosynthèse. Mais ce n'est pas le cas. D'où, par conséquent, voilà, si vous voulez, la similarité entre ces deux différentes technologies. Alors maintenant, eh bien, comme dans chaque technologie, il faut pouvoir les améliorer, et on va toujours, pareil, jouer sur la façon d'absorber le plus de photons. Alors, on va voir différents procédés, où on va jouer tout d'abord sur l'amélioration des propriétés de confinement de la lumière dans la cellule, où on va dans ce cas utiliser des couches antiréflectives pour faire en sorte qu'on ne perde pas de lumière, ou alors tout simplement on va utiliser des cristaux photoniques qui ne sont rien d'autre directement que des structures périodiques de matériaux diélectriques qui permettent tout simplement de filtrer la propagation des ondes. Ce qui fait que si on utilise un cristal photonique, eh bien on pourra, si on a bien choisi le cristal photonique, tout simplement filtrer la partie bleue du spectre visible et faire en sorte que celle-ci soit réellement absorbée dans notre cellule photovoltaïque. Une autre façon d'améliorer cela, c'est de travailler maintenant sur ce fameux TiO2, puisque, de nouveau, rappelez-vous, il va y avoir dans tous ces cas un transfert de charge, des résistances au contact, d'où il faut tout simplement diminuer l'impédance de ces contacts, et c'est la raison pour laquelle il faudra travailler sur des structures, des nanostructures, avec des surfaces très divisées, et vous avez des récents développements qui ont eu lieu dans le cas de formation de TiO2, où vous avez finalement de ces structures très divisées. Et enfin, bien sûr, maintenant, il va falloir travailler sur le fameux colorant, car ce fameux colorant, c'est lui qui va tout simplement être le point fondamental pour absorber ces photons. Et puisqu'on est dans ces colorants, on a des gaps qui sont relativement généralement élevés, aux alentours de 2 électronvolts. D'où il va falloir jouer sur la chimie de ces matériaux pour faire en sorte d'ajuster le gap pour augmenter l'énergie que l'on pourra prendre du spectre solaire. Alors, les travaux qui ont à ce niveau, bien sûr, relativement nombreux. Dans le cas du sensibilisateur, eh bien, il faut aussi bien sûr une large couverture spectrale. Rappelez-vous, dans ce cas, on a une réaction redox, où il faut un puissant donneur d'électrons à l'état excité, c'est-à-dire qu'il faut un niveau d'énergie relativement élevé pour, dans ce cas, cette puissant donneur. Et en même temps, eh bien, il faut un puissant oxydant à l'état fondamental, car c'est lui qui va réagir tout simplement avec le couple redox iodure, triiodure. D'où il faut avoir ajusté ces niveaux. Et enfin, il faut une longue stabilité photochimique et électrochimique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ces matériaux puissent se réduire ou s'oxyder à de très hauts potentiels. Alors, de nombreuses recherches ont eu lieu, et sur les complexes de ruthénium, et bien sûr, le ruthénium étant un élément relativement rare et relativement cher, il y a eu beaucoup de recherches qui ont visé à trouver, si vous voulez, d'autres matériaux pouvant servir de cation dans ces organeaux métalliques. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il semblerait que seuls les composés à base de ruthénium soient les plus intéressants pour ces genres d'applications. Alors, lorsqu'on regarde ces différents composés, ces différentes cellules, ce qui est important, finalement, c'est de mesurer le rendement quantique externe. Ça veut dire qu'en ce cas, c'est le facteur IPCE qu'on va mesurer en fonction de la longueur d'onde. Et ce que vous regardez ici, ce n'est rien d'autre qu'une cellule, qu'une photopile, dans laquelle, maintenant, on va tout simplement avoir une lumière blanche. On va utiliser un monochromateur pour, bien sûr, la disperser et séparer les différentes longueurs d'onde et mesurer, finalement, l'absorption en fonction de ces longueurs d'onde. Et vous voyez, par exemple, que si je modifie la nature de mon colorant,
en remplaçant par exemple, dans ce cas, un seul groupe carboxylique par un groupe thiocyanide, comme indiqué ici, vous avez qu'en ce cas, j'ai un effet bateau-chrome, ça veut dire que j'ai un shift vers tout simplement l'infrarouge. D'où je vais tout simplement pouvoir absorber une plus grande partie de mon spectre solaire. Et en effet, si je regarde ça, voilà ce qui se passe aujourd'hui à l'état de l'art, si je peux dire, de ces colorants. Vous voyez dans ce cas une cellule photovoltaïque qui, comme vous le pouvez voir, avec différentes puissances, okay, on a un rendement de 11,2 à 11,3%, qui, je dirais, est un peu le meilleur rendement dans ces cellules de Grätzel à l'état de laboratoire. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire à ce niveau. Alors bien sûr, vous allez voir là aussi, toujours pareil, la même systématique. Les gens ont essayé d'absorber encore plus le spectre solaire. Et pour cela, ils vont faire ce que j'appellerais un cocktail de colorants, c'est-à-dire qu'on va mélanger des colorants de différentes spécificités, où on va utiliser dans ce cas un colorant qui a été développé par Michael Grätzel à Lausanne, dans lequel vous avez, on appelle black dye, où, ce qui est très intéressant, c'est le seul colorant qui va absorber dans tout le domaine. Mais malheureusement, la nature n'est jamais faite pour travailler de façon simple avec nous, puisque ce colorant, il va tout absorber. Vous me voyez ici, son coefficient d'absorption est relativement faible, ce qui fait que son rendement quantique n'est que de 65%. D'où c'est la raison pour laquelle, maintenant, on va le mélanger avec un autre colorant, dans lequel, qui va tout simplement laisser passer dans le bleu et dans le vert, la raison pour laquelle celui-ci est orange, et le mélange des deux va nous permettre tout simplement d'avoir théoriquement une meilleure absorption dans ce spectre visible. Et de tels résultats qui ont été publiés par Sony conduisent à des rendements de 10% à l'état commercial pour des cellules de ce type. Et enfin, un dernier aspect sur ces cellules à colorant concerne finalement un aspect coût, c'est-à-dire un aspect matériau d'électrode. Car je vous ai dit, d'un côté, on mettait l'oxyde de titane, et de l'autre côté, on mettait du platine. Et le platine, bien sûr, c'est coûteux, d'où les dernières avancées ont tout simplement été dédiées à remplacer cette électrode de platine par une électrode de carbone, comme vous pouvez le voir ici. Et dans ce cas, de nouveau, les rendements sont relativement corrects, puisqu'on passe finalement de 8% à 7,8% à l'échelle commerciale. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qui se passe au niveau de ces cellules à colorant. Et finalement, un des aspects certainement les plus importants, c'est le fonctionnement de cellules colorants sous différentes intensités. Ce que vous voyez ici, c'est finalement la comparaison entre les cellules à colorant et les cellules au silicium, avec du cristallin ou de l'amorphe. Alors vous avez tout simplement, dans le cas d'un éclairage normal, où vous voyez qu'en ce cas, on retrouve bien sûr les rendements meilleurs pour le silicium que pour les cellules à colorant. Par contre, maintenant, si je regarde dans le cas où on a une lumière angulaire, c'est-à-dire que je suis dans un appartement, où j'ai une lumière diffuse, bien, du fait que maintenant, rappelez-vous, dans ces cellules à colorant, on a, si je peux dire, une absorption tridimensionnelle, alors que dans le cas des cellules silicium, on a du bidimensionnel. Ce qui fait que dans ce cas, eh bien, on va pouvoir tout simplement capter la lumière selon des angles nettement plus larges. Ce qui fait que toute la lumière diffuse pourra être captée par ces cellules à colorant. Et de la même façon, c'est que dans ce cas, vous voyez ici une lumière artificielle. Eh bien, vous voyez qu'en ce cas, les cellules à colorant se performent de façon plus efficace que les cellules au silicium. Et là aussi, pour la bonne et simple raison, c'est qu'elles peuvent tout simplement absorber plus rapidement la lumière diffuse. Et de plus, on peut tout simplement structurer le colorant de façon à avoir toute la distribution spectrale de cette source de lumière blanche. Donc voilà, si vous voulez, l'aspect avantageux de ces cellules à colorant. Donc par conséquent, si je dois conclure cet aspect, eh bien, je dois dire que ces cellules à colorant, elles reposent sur un principe analogue à la photosynthèse. Les rendements actuels sont alentours de 11,8%, 10% en modules commerciaux, et on peut aller théoriquement jusqu'à 15%. Cellules de faible coût, rigides et flexibles, production à coût énergétique faible, car c'est un procédé relativement simple, ça peut se faire en laboratoire, même pour les étudiants, lorsqu'on fait des TP de cours, ainsi de suite. Ça peut également, et performance peu sensible à la température et à l'angle d'incidence, comme vous l'avez mentionné. Et enfin, ce sont des cellules de couleur variable selon le colorant et qui marient efficacité énergétique et design. Et vous allez voir que finalement, ces cellules à colorant seront plutôt utilisées, je dirais, dans les appartements que
tout simplement sur les toitures, ainsi de suite. Alors, les applications, eh bien, vous voyez ici ces cellules à colorant qui sont mises dans des façades de building. Vous avez des maisons, des panneaux, mais voilà finalement où sont la plus grande des applications, car vous pouvez directement, maintenant dans votre appartement, avoir une lampe qui sera statique et qui de plus va pouvoir tout simplement capter la lumière blanche et également la lumière du soleil si vous avez. D'où, si vous voulez, il y a cet aspect design qui entre de façon très importante dans les applications futures de ces technologies. Et définitivement, c'est ce qui se développe fortement au Japon. Vous voyez tout simplement tous ces modèles de gadgets qui sont en train de se construire. Alors maintenant, eh bien, je vais terminer, ça termine, si je peux dire, tout ce que j'appellerais les cellules à colorant. Je vais maintenant passer à la dernière partie de mon exposé, qui va consister aux cellules organiques, qui vont être cette fois basées, une fois de plus, sur une jonction PN. Alors ces cellules organiques, qui sont basées sur les polymères conducteurs. Alors voilà, j'ai représenté ici la cellule basée sur la jonction PN, et vous avez ici une cellule organique. Vous voyez tout simplement un conducteur de type P, un conducteur de type N, et vous allez avoir une jonction, comme indiqué ici. Alors dans ce cas, eh bien, on va tout simplement utiliser des polymères semi-conducteurs qui vont être donneurs ou accepteurs d'électrons. Et le fonctionnement va être basé sur ce problème d'accepteur et de donneur. Alors, je vais essayer de vous expliquer de façon relativement simple le principe qui finalement sous-tend ce fonctionnement sur ce schéma, dans lequel j'ai ici tout simplement représenté une cellule organique avec l'électrode positive et l'électrode négative, et dans lequel, vous voyez, j'ai mis deux polymères conducteurs, donneurs d'électrons et accepteurs d'électrons. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Eh bien, tout simplement, j'ai mes bandes HOMO et LUMO, c'est-à-dire que maintenant, on est en chimie organique, on a ces bandes HOMO-LUMO, on n'a plus les niveaux, les bandes qu'on avait dans les composés organiques, bandes de valence et bandes de conduction, mais ça revient au même. Et dans ce cas, eh bien, tout simplement, je vais avoir une photoexcitation de mon polymère conducteur donneur, ce qui fait que je vais, dans ce cas, créer une paire électron-trou qui vont être liés, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir un transfert de charge comme j'avais dans le cas de mes semi-conducteurs PN, mais ils vont être liés, ils vont former ce que j'appellerais un exciton, c'est-à-dire un trou et un électron qui sont seulement liés par une interaction coulombienne. Donc je vais former cet exciton, et cet exciton, eh bien, il va falloir dissocier pour libérer les charges. Et pour dissocier cet exciton, eh bien, il va falloir tout simplement avoir un champ électrique. Et ce champ électrique, soit on peut appliquer un potentiel, soit, ce qui est bien connu, c'est tout simplement aller dans le matériau, et ce changement de potentiel peut se produire à une interface. Aux interfaces, il y a un grand changement de potentiel, d'où un champ électrique très fort. D'où par conséquent, cet exciton, eh bien, il va tout simplement être créé dans ce matériau qui est mon donneur d'électrons, il va migrer jusqu'à mon conducteur qui va être un accepteur d'électrons, et c'est à cette interface qu'il va tout simplement se dissocier. Okay? Et ensuite, il va tout simplement libérer des électrons pour aller dans la bande, pour aller dans le circuit extérieur, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, le phénomène. Alors, ce qu'il y a de vraiment important là-dedans, c'est que j'ai parlé tout simplement d'exciton et j'ai parlé de diffusion. C'est-à-dire que l'exciton, il a une durée de vie, il va falloir qu'il tout simplement se déplace à l'interface, c'est-à-dire tout simplement à l'interface où je vais avoir tout simplement mon polymère conducteur d'OPN et d'OPP. D'où, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, la longueur de diffusion de cet exciton devra être de la même valeur que ma distance entre mes deux phases. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, je suis tout simplement dans ces matériaux polymériques où cette longueur de diffusion devra être de 20 nanomètres. Ça veut dire qu'il faut que je prépare des structures de 20 nanomètres. Alors maintenant, si on fait une cellule photovoltaïque organique, comme indiqué ici, dans laquelle je mets tout simplement ces différentes couches avec mon ITO, un polymère conducteur P-DOT pour avoir une injection de trous dans mon matériau, eh bien, et si je mets maintenant mes deux polymères conducteurs, c'est-à-dire le rouge et le vert, vous avez tous bien compris que la surface que je vais intégrer va être relativement mince, puisque je vais directement avoir accès qu'à 20 nanomètres. D'où automatiquement, mes rendements seront complètement dérisoires. Et c'est la raison pour laquelle les premiers concepts ont été basés sur cet empilement, mais par la suite, l'astuce a été tout simplement de créer une hétérojonction en volume, c'est-à-dire de faire un mélange de polymères, conducteurs, d'OPP et d'OPN. Et dans ce cas, eh bien, on va essayer de préparer des mélanges
qui sont à l'échelle nanométrique. Et lorsque ces mélanges sont à l'échelle nanométrique, eh bien dans ce cas, on est en train de maximiser les interfaces entre les matériaux donneurs et accepteurs et réduire cette distance, tout simplement, de longueur de diffusion de 10 à 20 nanomètres. Et en faisant ainsi, eh bien, on arrive tout simplement à avoir des cellules organiques qui fonctionnent avec, comme vous le pouvez voir ici, des rendements de 4,5%. Donc voilà finalement la structure des cellules organiques qui sont fabriquées aujourd'hui, dans laquelle, vous voyez, on a tout simplement ce mélange de polymères conducteurs d'OPP et d'OPN. Et on fait l'empilement de différentes couches, avec bien sûr l'aluminium contre électrode et le verre comme autre. D'où l'état de l'art aujourd'hui est, je crois, un laboratoire récemment et de 6,1%, je crois, c'est l'université de Californie, je crois qu'il y a eu 6,1% récemment. D'où, qu'est-ce qu'on fait tout ça? Eh bien, il y a déjà, bien sûr, des compagnies, notamment une compagnie à Boston, par le nom de Konarka, qui est en train de développer cette technologie, qui est une technologie plastique, et ça vous rappelle exactement la technologie que je vous ai montrée pour les batteries à ion lithium, les technologies plastiques, où on a exactement les mêmes types de technologies. Alors, les avantages de tout ça, c'est que c'est une technologie moins chère que celle du silicium, c'est une technologie flexible et adéquate pour de grandes surfaces, des rendements voisins de 6,2%, en compagnie ou en commercial, qui n'est pas encore commercial, c'est aux alentours de 2,9%, et ça c'est des valeurs, je dirais, encore optimistes, et théoriquement on doit pouvoir arriver à 10%. Alors la difficulté ici, c'est la stabilité en température et la durée de vie de ces cellules. Bien sûr, il y a des travaux énormes sur la synthèse de meilleurs polymères de façon à pouvoir ajuster les gaps dans le spectre solaire et surtout qui est de mieux maîtriser l'élaboration de ces deux polymères à l'échelle nanométrique. C'est-à-dire avec différents réseaux interpénétrés, l'introduction de particules nanométriques, ainsi de suite. Il y a beaucoup de travaux qui résident dans ce domaine. D'où voilà, si vous voulez, ce qu'est les cellules à colorant. D'où, pour résumer tout ce qui est au niveau, tout simplement, cellules photovoltaïques, vous voyez qu'il y a eu pas mal de travaux, et vous avez toutes les filières dont je vous ai mentionnées ici. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça va tous, elles vont toutes en montant, ça veut dire qu'on les améliore. Le problème, il n'y a pas le coût, sinon vous avez les hétérostructures qui sont ici, qui doivent être autour de 41%, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, les recherches qui se font au niveau, bien sûr, du photovoltaïque. Alors maintenant, la question, c'est de savoir quel est le coût et quels sont les acteurs, et quel est le futur de ce photovoltaïque. Alors si je regarde l'évolution de la production de puissance photovoltaïque, bien celle-ci a grandi de façon exponentielle dans les dernières années. Vous voyez qu'on est aujourd'hui, on est à 7910 MW d'électricité produite par les cellules photovoltaïques. Maintenant, si je regarde les pays dans lesquels ça s'est développé, on aperçoit que l'Europe, il y a eu beaucoup d'installations de cellules photovoltaïques, notamment en Allemagne et en Espagne. Et ensuite vient le Japon. Voilà, si vous voulez, où sont le développement. Ensuite, si on regarde quels sont les acteurs, pour la répartition de production actuelle et future par pays, on s'aperçoit finalement que c'est la Chine qui, tout simplement, va prendre ou tente de prendre la plus grande part du marché. Alors là aussi, il y a une chose importante, c'est que lorsqu'on parle de cellules photovoltaïques, il y a les cellules et il y a les panneaux solaires. D'où il peut y avoir des compagnies qui vont développer les cellules, mais qui ne vont pas développer automatiquement les panneaux solaires. Car les panneaux solaires, ça demande un problème de connexion, de connexion qui est beaucoup plus difficile. Par exemple, Total est un grand producteur de panneaux solaires. Alors qu'au niveau de cellules photovoltaïques, il ne faut pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils les achètent et ils les assemblent. Maintenant, si on regarde au niveau du prix, et si on regarde le prix de cette énergie photovoltaïque par rapport aux autres énergies renouvelables, vous voyez qu'en ce cas, il est encore relativement élevé. Mais vous allez voir qu'il y a des évolutions importantes. Par exemple, dans le cas des technologies tellurure de cadmium, on a un coût qui décroît considérablement. Les cellules à colorant ou les cellules organiques, il va y avoir des gains énormes au niveau des coûts. Et également, toutes les technologies couches minces, dont je vous ai mentionné avec le silicium, vont permettre tout simplement de développer les cellules photovoltaïques meilleur marché. Maintenant, si on regarde le temps pour produire de l'énergie nouvelle, c'est-à-dire que lorsque vous prenez une cellule photovoltaïque, il a fallu une énergie pour la construire. Et maintenant, combien de temps faut-il pour que vous récupérez cette énergie avant finalement de produire de l'énergie nouvelle que EDF, on verra peut-être par la suite, peut vous acheter à n'importe quel prix. Stéphane Lascaux vous présentera ça dans quelques moments. Et dans ce cas, vous voyez que si on prend les cellules de silicium
comme indiqué ici, où les cellules colorant, eh bien, il faut tout simplement seulement 0,4 ans pour amortir le coût énergétique de la fabrication d'une telle cellule, alors qu'il vous faut 2,2 ans dans le cas du silicium monocristallin ou polycristallin, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, les différents aspects. Et enfin, je terminerai sur un transparent qui va regarder dans le futur. Et si on regarde dans le futur, eh bien, le coût du photovoltaïque, alors là, ce que vous avez, c'est une projection sur 20 ans qui prend en compte les coûts d'installation, les coûts d'amortissement, les entretiens de terrain, et ainsi de suite. Et vous avez les courbes en vert qui sont pour deux types d'illumination, selon deux types d'ensoleillement, l'ensoleillement de 900 heures par an et de 1800 heures par an. Automatiquement, plus il y a d'ensoleillement, plus le coût sera moindre. Et c'est la raison pour laquelle vous avez la courbe en verte qui se trouve en dessous. Ensuite, vous avez ici en bleu clair, ce sont finalement le prix que vous payez votre électricité. Et vous savez que votre prix varie dépendant du pays, mais également dépendant du temps dans lequel vous utilisez. Et finalement, en bleu ici, c'est finalement le coût de l'électricité produit par le nucléaire. Et vous voyez finalement que si on regarde ces courbes, dû au progrès qu'il y a eu au niveau des technologies silicium et également au progrès qu'il y a au niveau des technologies à colorant et ainsi de suite, eh bien on voit tout simplement que dans 2020 ou 2030, si vous voulez, eh bien, il y a, je peux dire, un point, pas un point triple, il y a un point directement de croisement où le photovoltaïque va devenir tout simplement attrayant pour tout ce qui est l'électricité. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous dire sur le photovoltaïque, et juste mentionner le problème qui reste dans le photovoltaïque, eh bien c'est le problème qui est indiqué ici. Donc il faut directement la convertir, mais également, c'est tout simplement les fluctuations du photovoltaïque. D'où il y a besoin de lisser ces variations. Et pour faire cela, eh bien, il y a des conséquences importantes vis-à-vis des applications réseau. Et le prochain intervenant va vous parler directement de comment intégrer ces cellules photovoltaïques et autres dans le réseau avec les grilles et quelles sont les implications pour les utilisateurs d'un aspect peut-être plus financier que vous le faire. Et je vous remercie pour votre attention.